Il m'appartient de clore cette journée riche consacrée au génie. Donc je vais vous parler d'un engagement très contemporain qui est l'engagement du génie en Afghanistan entre 2001 et 2012. Donc ça sera une partie, parce que je vais aller très rapidement, ça sera forcément une synthèse des travaux que j'ai menés. Donc principalement, une grosse partie de mes sources ont été des sources orales collectées auprès des compagnies qui rentraient d'Afghanistan. Donc, puisqu'on parle du génie, il faut partir du terrain. Tout d'abord, avant de parler de la menace IED en tant que telle, juste un petit coup d'œil sur la carte de l'Afghanistan pour voir que ce milieu, ce pays se caractérise déjà par une chaîne montagneuse extrêmement importante, donc, qui sont vraiment les contreforts donc, l'Hindu-Kush, qui traversent donc le pays du nord-est vers le sud-ouest. Donc un milieu extrêmement contraint par l'altitude, par des vallées encaissées, par des routes en nombre extrêmement réduite, avec un état pas forcément toujours optimal, et cette particularité, ce réseau de villes, donc, qui suit bien évidemment tout autour de la montagne, qui fait que le contrôle des axes, le contrôle des passes, le contrôle des tunnels est extrêmement important dans un pays comme l'Afghanistan pour pouvoir conserver sa liberté de manœuvre. Donc, un peu à l'image de l'Indochine, le premier ennemi du sapeur en Afghanistan, c'est le milieu physique, c'est l'altitude qui joue sur le matériel, qui joue sur ses performances, qui joue sur les hommes, c'est les contraintes du milieu par rapport aux routes, par rapport aux accessibilités. Voilà. Donc, simplement pour dire qu'en Afghanistan, le premier ennemi du sapeur était encore une fois le terrain, et ce terrain va démultiplier les effets des engins explosifs improvisés. Donc ces engins explosifs improvisés, de quoi s'agit-il? C'est simplement des engins explosifs artisanaux qui pour la plupart coûtent moins de 300 $ je dirais de la conception jusqu'à la pose, qui sont constitués d'obus de récupération, parfois aussi d'engrais chimiques, d'explosifs faits à la maison, les homemade explosifs. Donc tout ce milieu va, dans un certain sens aussi, contribuer à rendre ces dispositifs beaucoup plus efficaces. Parce que les routes ne sont pas on ne peut pas varianter, on ne peut pas ouvrir des routes autant qu'on le souhaiterait en milieu montagneux, forcément. À un moment donné, il y a des points de passage obligés, forcément. Pour pénétrer dans les vallées, il n'y a pas non plus 36 chemins. Donc ce milieu physique va être un milieu qu'on va appeler en contre-insurrection égalisateur de puissance. Et les talibans, et finalement ce qui constitue, je dirais peut-être la principale qualité de cette guérilla, est de savoir tirer justement un profil maximal des caractéristiques physiques du milieu pour réduire en tout cas les avantages que peuvent amener les hautes technologies et les armements puissants occidentaux. Donc mon intervention, après cette petite introduction, va se dérouler en 3 points. D'abord, je vais revenir avec vous sur les étapes de l'intervention française en Afghanistan pour voir un petit peu le cadre dans lequel s'inscrit l'adaptation du génie et la mise en place d'un dispositif de lutte contre les engins explosifs improvisés. Dans un deuxième temps, nous verrons que la première partie de l'intervention française en Afghanistan va se caractériser principalement par une poursuite des savoir-faire qui avaient été développés dans le cadre des opérations de maintien de la paix durant les années 90, mais que progressivement, à partir de 2003, dès que la menace va se faire de plus en plus importante sur le terrain, le génie va commencer à faire bouger ses modes opératoires, ses équipements et la formation de ses personnels. Pour aboutir au troisième point, qui sera la constitution d'une chaîne complète, d'un instrument complet de lutte contre les engins explosifs improvisés qui va trouver complètement sa place au sein de la brigade Lafayette entre 2009 et 2012. Et puis quelques réflexions mises de conclusion si on a le temps. Donc les étapes de l'intervention française. Donc globalement, les étapes de l'intervention française en Afghanistan, elles suivent la temporalité de celle de la coalition sous mandat ONU dans un premier temps, puis ensuite sous mandat OTAN.
Donc on peut dégager 3 phases. Une première phase courte entre 2001 et 2002, qui est une illusion de victoire, où on pense avoir, où les Occidentaux pensent avoir chassé définitivement les talibans et avoir trouvé un consensus politique suite aux accords de Bonn. Ensuite, entre 2002 et 2006, cette période que j'ai appelée la guerre à l'économie va être caractérisée par un retour progressif des talibans à partir de l'été 2003, à partir du Helmand, à partir de leur fief historique qui se trouve dans le sud de l'Afghanistan, et une intensification et un développement de leur guérilla dans les campagnes, dans le vide des campagnes où l'armée afghane n'a pas pu reprendre encore complètement sa place. Cette période de 2002 et 2006 se caractérise aussi, à partir de 2003, par une prise de contrôle de l'OTAN sur la Force internationale d'assistance et de sécurité, qui va progressivement prendre le contrôle de grandes régions en Afghanistan, et pour arriver à la fin 2006 à être présent partout en Afghanistan. Cette fin de la période 2006 va correspondre à l'acmé, je dirais, de la reprise de la guérilla par les talibans, et le Mollah Omar, en octobre 2006, va proclamer l'insurrection générale depuis le Pakistan. Donc entre 2006 et 2012, on va passer d'une nouvelle guerre qui ne dit pas complètement son nom au retrait des troupes occidentales. Donc à l'intérieur de ce cadre-là, les troupes françaises sont entre 2003 et 2006 dans une mission de stabilisation qui se construit autour de Kaboul. Donc les missions principales sont la sécurisation de Kaboul et des environs, restant centrées sur l'aéroport de la ville, et puis sur quelques quartiers, incluant aussi donc, la plaine de Chamali. Donc cette situation va perdurer jusqu'en 2006, jusqu'à la fin de l'extension de l'OTAN sur l'ensemble de l'Afghanistan, puisqu'à cette époque-là va être créée la grande région, la RCC, Region Command Capital, qui va inclure dans son aire géographique de responsabilité la Surobie, qui va devenir progressivement un théâtre connu pour les militaires français. Quand un général commandait le RCC, son contingent devait lui aussi devait fournir un détachement interarmes pour tenir la Surobie. Donc à partir de ce moment-là, les engagements français vont connaître, je dirais, un degré supplémentaire. Mais pour autant, le début de l'adaptation des Français à la menace contre les engins explosifs improvisés remonte bien avant 2006, remonte bien avant l'arrivée des premiers Français en Surobie. Elle remonte, pour tout dire, au déploiement des forces spéciales à Spingoldak. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Les Américains pensent avoir rempli leur mission en Afghanistan. Leur regard se tourne très rapidement vers l'Irak. D'ailleurs, on peut imaginer que la volonté des Américains de faire arriver l'OTAN à la place de l'ONU est une volonté un petit peu avec des objectifs pas forcément cachés, mais qui consisterait à faire reprendre par la FIAS la mission qu'ils ne veulent plus remplir ou complètement remplir en Afghanistan. Donc les Français s'opposent dans un premier temps à cette nouvelle guerre en Irak, et ce qui va provoquer une rupture assez importante entre les Français et les Américains, qui va se traduire d'ailleurs par l'annulation de certaines coopérations militaires importantes, qui va amener le président Chirac à reconsidérer un petit peu la question et à proposer à George Bush l'envoi de forces spéciales donc, qui vont être sur le terrain dès 2003. Donc dans une mission militaire, mais on l'aura bien compris aussi diplomatique. Donc ces forces spéciales vont être confrontées assez rapidement à des missions de combat de haute intensité, dans un secteur où les talibans, justement, cherchent à reprendre leur implantation. Donc la menace des engins explosifs improvisés va être pour eux très très rapidement une réalité. Jusqu'en 2007, ce sont 7 opérateurs des forces spéciales qui vont justement succomber des suites des explosions
d'engins explosifs improvisés. Donc le début de l'adaptation française, le moment où l'échelon central NEDEX, donc cette structure qui regroupe l'ensemble des artificiers du génie, les NEDEX COD, va commencer à prendre en compte cette menace et à rechercher des nouvelles pistes pour pouvoir doter les militaires français sur le terrain d'un dispositif complet pour faire face à cette nouvelle menace. Et ce sont vraiment les années 2006 et 2007 qui vont être charnières, on y reviendra, pour le début de l'adaptation du contingent français à la menace des engins explosifs improvisés. Entre 2007 et 2009, donc, le bataillon français va changer une première fois de posture. On va passer d'une mission de stabilisation à une mission d'imposition de la paix, après le sommet du 29 novembre 2006 de l'OTAN à Riga. Donc il y a un durcissement déjà de la présence française. À cette époque-là, on décide de l'emploi des premières OMLT, ces équipes de liaison et de mentorat opérationnel, donc ces militaires qui vont se retrouver au cœur des bataillons afghans pour les accompagner au combat et poursuivre leur formation. Donc ça aussi, ça va être un moteur très puissant d'adaptation. Et il va y avoir une première rupture politique en 2007, qui est l'élection de Nicolas Sarkozy, qui va décider d'intensifier l'engagement des troupes françaises en Afghanistan aux côtés des alliés américains. Donc les restrictions d'emploi, les fameux caveats, en langage otanien, vont disparaître et progressivement les troupes françaises vont être placées dans des zones où la présence des talibans est beaucoup plus importante. En particulier, un bataillon interarmes va être implanté en Kapisa durant l'été 2008, suite au congrès de Bucarest du 3-4 avril 2008. Et c'est durant ce même été 2008, d'ailleurs, le 18 août plus exactement, après l'embuscade d'Uzbin, qui coûte la vie à 10 militaires français, que la France découvre que ces militaires mènent des opérations de guerre en Afghanistan. Alors, cette première, le déploiement des forces spéciales dès 2003, le fait que les militaires français soient aussi déployés au sein des OMLT, tout cela va faire commencer un mouvement d'adaptation des forces françaises très important sur le terrain, que l'embuscade d'Uzbin va amplifier et va accélérer. Donc, entre juin 2008 et novembre 2009, les soldats français vont voir leur équipement se modifier d'une manière extrêmement importante et de nouvelles capacités arriver sur le terrain et être expérimentées. Et c'est durant cette période-là que va être expérimentée une chaîne complète de lutte de moyens contre IED au niveau du génie. Donc, à partir du mois de novembre 2009, les moyens français vont être regroupés au sein d'un district et d'une province, donc en Surobie et en Kapisa, et on va créer une brigade, task force en langage otanien, donc une brigade Lafayette qui va regrouper l'ensemble des moyens français. Donc bien évidemment, la Kapisa et la Surobie, ce n'est plus Kaboul. Cette zone géographique est un enjeu très important pour les talibans, puisque c'est une zone de passage, c'est une zone de transit, et c'est une zone aussi où les talibans ont des ancrages extrêmement forts, en particulier en Kapisa. Donc, je dirais la confrontation, à partir de ce moment-là, est inévitable. Donc les mandats de la Task Force Lafayette, on va pouvoir les découper, je dirais, en 3 temps. Il y a 5 mandats en tout. Les 2 premiers mandats vont permettre à l'armée française de mettre en place une contre-insurrection de type populo-centré. C'est-à-dire que la population va être au cœur des opérations de contre-insurrection menées par l'armée française durant ces 2 mandats-là. Ensuite, les 2 mandats suivants, les mandats 3 et 4, vont être d'une nature assez différente. Après la conférence de Lisbonne, donc du 20 novembre 2010, pour la première fois, l'OTAN va donner une date de retrait, ce qui constitue d'une certaine manière la fin de toute tentative de contre-insurrection populo-centrée. Comment voulez-vous dire à une population de vous faire confiance si dans le même temps vous lui annoncez que vous allez partir en 2014? Donc extrêmement compliqué. Et on voit sur le terrain les 2 mandats, numéro 3 et numéro 4,
vont être très différents. On voit que les talibans deviennent le centre de gravité des opérations, et l'objectif, à partir de ce moment-là, va être de les taper, de les casser, de réduire leur organisation militaire, de telle manière à ce qu'ensuite les régions puissent être reprises en main d'une manière optimale par l'ANA, dont la formation, à ce moment-là, est accélérée. Tout cela va se dérouler, donc ce plan va se dérouler pendant 2 mandats avant ce que l'on appelle, ce que je vais appeler, ce que d'autres appellent d'ailleurs, je ne revendique pas forcément la paternité de cette appellation, mais une rupture politico-militaire qui va s'opérer suite au 7 septembre 2011, donc à la mort du lieutenant Tolly. À un moment donné, les opérations militaires génèrent de telles pertes que le pouvoir politique décide d'une manière unilatérale d'un changement de posture radical à partir du mois de septembre. Et là, on va rentrer dans la dernière phase, celle du désengagement et du retrait. Le transfert des opérations vers l'ANA va être accéléré. Et ensuite, les militaires français vont préparer leur désengagement, vont lancer toute une série d'opérations pour préparer leur désengagement logistique, ce qui a été une période aussi très très chargée en opérations. Des ouvrages récents viennent parfaitement bien la documenter, et prémisse justement au retrait définitif des troupes combattantes, entre guillemets, au 31 décembre 2012, qui avait été précédé le 25 novembre 2012 par la dissolution de la Task Force Lafayette. Donc voilà, je souhaitais remettre d'abord ce cadre un petit peu général en tête de chacun avant de voir un petit peu comment le génie s'est adapté. Alors dans un premier temps, le génie a poursuivi d'une certaine manière, entre 2001 et 2006, la mise en place des savoir-faire, des opérations de maintien de la paix qu'il maîtrisait parfaitement depuis les années 90. Bien qu'on assiste déjà, entre 2001 et 2009, au début du processus d'adaptation de l'arme du génie à la lutte contre guérilla. Alors, lorsque les Français arrivent à Kaboul, en 2002, ils étaient déjà passés par Mazar-e-Sharif, quelques mois auparavant dans le cadre de l'opération Héraclès. Mais lorsqu'ils intègrent l'opération Pamir, donc cette nouvelle opération qui est la participation française à la Force internationale d'assistance et de sécurité, les sapeurs reçoivent comme mission principale déjà d'installer les casernements français, de procéder à une dépollution du terrain, c'est-à-dire enlever toutes les munitions qui jonchent le sol, etc., et sécuriser les axes, en particulier vers Bagram, qui est le principal aéroport donc, de l'Afghanistan. Donc les premiers mandats jusqu'en 2002 se passent extrêmement bien. Le génie fait, voilà, comme je vous expliquais, beaucoup d'installations de camps. Il sécurise aussi les grands dépôts de munitions, ce qui permet au passage aux démineurs de compléter leur salle des mines au sein des régiments avec des mines rares soviétiques ou des mines étrangères qu'ils ne posséderaient pas. Mais déjà, dans le cadre des dépôts qui sont trouvés à Kaboul, les démineurs trouvent les premiers IED, parce que à cette époque-là, dans le conflit qui opposait déjà les talibans à l'Alliance du Nord, il y avait une utilisation intensive des IED. Donc on trouve des roadside bombs, donc ces dispositifs placés le long des routes pour taper les véhicules, et on trouve aussi des chaînes, donc ces obus qui sont mis en chaîne les uns avec les autres pour cette fois-ci causer des pertes dans les troupes, dans les troupes débarquées. Donc déjà, de cette période-là, bon, les démineurs le savaient, mais on sait que les talibans maîtrisent parfaitement les savoir-faire IED. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce n'est véritablement qu'à partir de l'été 2003, du retour des talibans, du déploiement des forces spéciales, que là, les engins explosifs improvisés vont devenir une des préoccupations des démineurs français. L'alerte est chaude, déjà à l'été 2003, 2 véhicules allemands à Kaboul sont visés par l'explosion d'IED, radio-télécommandés. Et c'est un carnage, les soldats allemands ne sont pas préparés. Et donc déjà, c'est une première alerte. Dès le mois d'octobre, les EOD français, donc les démineurs français qui sont en alerte à Kaboul, ont à intervenir sur des RCIED, donc des engins radio-télécommandés, sur Kaboul,
dans le cas pour les désamorcer, sans aucun brouilleur d'ailleurs à cette époque-là. Le démineur qui en parle, c'était un peu qui tout double à cette époque-là. Donc, rapidement, la décision va être prise dès la fin de l'été de placer tous les éléments français sous blindage. Donc c'est la première adaptation. Alors entre 2003 et 2005, les opérations, les travaux des démineurs ne vont pas arrêter d'augmenter. Justement, ils ont leur travail au profit des forces françaises, mais ils ont aussi des temps d'alerte sur Kaboul, où ils peuvent intervenir partout. Et là, leur travail va véritablement, je dirais, exploser, d'une certaine manière, si je puis me permettre, à tel point qu'on va déployer une deuxième équipe de démineurs à Kaboul pour pouvoir faire face à l'ensemble du travail. Donc là, nous sommes approximativement fin 2005, c'est Pamir 12. La fin de l'année 2005, c'est le début de la prise en compte par l'échelon central NEDEX du problème des engins explosifs improvisés. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, l'échelon central va commencer à envoyer des personnels en formation chez les Britanniques, chez les Américains, pour essayer de voir un petit peu comment ceux-ci, et en particulier les Américains qui sont confrontés à ce problème en Irak depuis 2003, justement arrivent à résoudre le problème. Et puis la raison pourquoi 2005, elle est mathématique. Il y a 80 événements en EEI, c'est-à-dire 80 attentats en 2003, et on passe à 830 à 2005. Donc il y a une massification de l'emploi des engins explosifs improvisés qui fait que l'adaptation, là, est indispensable. Donc au début de l'année 2006, l'école du génie va envoyer, par exemple, en Angleterre, ses premiers cadres se former à la fouille opérationnelle spécialisée. Voilà, les primo-formateurs. Le 7 mars 2006, on voit apparaître à Kaboul des VAB avec des drôles d'antennes. C'est les premiers VAB qu'on va appeler les VAB Bromure au départ, qui sont équipés de brouilleurs. Donc là, ça c'est une photo des opérations de dépollution en Afghanistan. Voilà, donc les premiers VAB équipés de brouilleurs qui vont être testés. Donc il y en a 2 au départ. Et les premières missions vont être lancées le 25 avril 2006. Dans le même temps, des protections en caoutchouc vont être ajoutées sur les P4 et les VBL qui continuent à être utilisées. Et justement, l'école du génie va rédiger des procédures de sauvegarde et de réaction face aux engins explosifs improvisés pour commencer à agir sur la formation, ou en tout cas l'information des personnels, puisqu'au départ, toute cette information n'est pas comprise dans la prépa opérationnelle. Il faut attendre la fin de l'année 2006 pour que ça soit le cas. Le 16 mai, on voit apparaître le premier concept interarmé de lutte contre les engins explosifs improvisés. Donc c'est avec Pamir 14, donc à la fin de l'année 2006, que justement une sensibilisation contre le danger représenté par les engins explosifs improvisés va être mise en place dans la mise en condition opérationnelle des personnels. Au mois d'août 2007, l'armée française va publier sa doctrine interarmée de lutte contre IED. Donc là, progressivement, la méthodologie qui a été développée en partie par les Américains, mais qui est aussi issue de notre propre expérience, puisque comme le commandant Cadeau l'indiquait, bien évidemment l'armée française a aussi une expérience historique vis-à-vis de ces engins-là, que ce soit en Indochine ou en Algérie. Ce travail de maturation commence à produire les premières doctrines. Donc en 2007, il faut bien imaginer que 42% des pertes de la coalition sont liées aux engins explosifs improvisés. Donc fin 2007, tous les véhicules trop faiblement blindés, type P4, etc., sont retirés du théâtre ou interdits d'emploi. En janvier 2008, le chef d'état-major des armées décide de créer une première capacité de fouille opérationnelle spécialisée avec un objectif de projection en 2009. En parallèle, le concept de protection de la force, donc ce qui doit permettre de protéger les individus, les bases, etc., est revu pour intégrer justement cette nouvelle problématique des engins explosifs improvisés.
Donc 2008, nous avons vu, c'est la période où un bataillon interarmes français est déployé en Capissa. C'est aussi la période de l'embuscade du Sbin. Donc d'une certaine manière, par effet ricochet, le génie va aussi bénéficier des améliorations des équipements individuels par le biais du programme d'adaptation réactive qui est accéléré à partir de ce moment-là. Donc les treillis changent bien évidemment, le matériel des sapeurs va changer, comme leur armement, leurs moyens de protection individuels, donc progressivement aussi pour le génie. Cette adaptation réactive va produire quelques effets dans le temps, même si je dirais, il y a encore certains conservatismes qui demeurent. Dans un premier temps, par exemple, le niveau d'armement n'est pas le même pour le génie et l'infanterie, alors que le génie ouvre la route et que les talibans, d'une certaine manière, ne font pas la différence avant d'ouvrir le feu, savoir si c'est un sapeur ou un fantassin. Donc là aussi, il faut du temps pour que cette idée passe. Il faut aussi du temps pour que les sapeurs soient dotés de moyens de transmission qui leur permettent de communiquer aussi avec leurs camarades de l'infanterie. Donc je dirais tout ce processus d'adaptation se construit dans le temps et ne va pas des fois sans certains tout seulement. Les sapeurs sont forcés, comme leurs camarades de l'infanterie d'ailleurs, pendant longtemps, de procéder à des achats personnels, parfois sur des budgets assez importants, pour pouvoir mettre à niveau leur équipement avant l'intensification de l'adaptation réactive. Alors je pense en particulier à des pelles à magnétique, à des treillis adaptés. Donc voilà, cette période-là, cette adaptation ne se fait pas d'une manière aussi linéaire et aussi lisse que mon exposé pourrait le laisser penser, en tout cas. Donc sur cette période entre 2008 et novembre 2009, vont être expérimentées sur le terrain des nouvelles capacités. Alors la fouille opérationnelle, j'en parlais. Alors qu'est-ce que c'est que la fouille opérationnelle? Souvenez-vous, en Algérie, on avait les sections de grottes pour pouvoir fouiller et pour pouvoir justement remonter les filières du FLN, en faisant aussi du renseignement, parce qu'on ne l'a peut-être pas dit tout à l'heure, mais aussi l'objectif des sections de fouille de grotte, par exemple, c'était de pouvoir faire du renseignement, c'était de pouvoir aussi sortir des documents et pouvoir sortir des éléments qui permettent aussi, à un moment donné, de remonter les filières. Les sections de fouille opérationnelles spécialisées vont reprendre une partie de cette mission-là, c'est-à-dire l'utilisation d'une section du génie pour, à un moment donné, lutter contre les réseaux de l'adversaire, fouiller justement dans ces caches, dans les endroits où ils se réfugient, mais on va y intégrer sur cette nouvelle capacité des doctrines, et en particulier une doctrine de military search qui avait été développée par les Britanniques durant le conflit en Irlande du Nord, qui inclut une dimension, je dirais presque, de spécialistes. C'est-à-dire que les sapeurs vont aussi relever des indices, des traces ADN, des traces de poudre, vont recueillir leurs éléments avec des méthodes de police scientifique de telle manière à pouvoir remonter après les filières par un long travail de renseignement. L'autre avantage aussi de ces techniques-là, c'est que ces preuves qui sont ainsi récoltées peuvent être utilisées dans le cadre d'un état de droit pour instruire des procès. Donc ces capacités-là vont être expérimentées, vont être développées. On va aussi expérimenter des capacités de WIT, donc Weapon Intelligence Team. Ce sont des officiers à qui on va donner des qualifications de spécialistes d'armement et munitions et explosifs et qui vont justement procéder à ces relevés de prélèvements qui vont être ensuite envoyés dans des laboratoires pour pouvoir justement confondre un petit peu et remonter les filières. À cette époque-là aussi, on va commencer à observer ce que font les Américains dans le cadre des Road Clearance Package, donc ces moyens mécanisés, ces convois de véhicules hautement protégés qui permettent d'ouvrir les routes avec des moyens mécanisés et sans forcément faire débarquer dans un premier temps des sapeurs. Ce qui va devenir progressivement le détachement d'ouverture d'itinéraire piégé, le DOIP, qui va être confié au 13e RG, enfin d'abord au 1er RG, puis ensuite au 13e RG. Et ce détachement va être, comme la fouille opérationnelle spécialisée, envoyé en Afghanistan courant avril 2009. Donc durant cette période, entre 2008 et 2009,
on pourrait en dire beaucoup de choses, parce qu'il y a énormément d'expérimentations qui ont lieu, que ce soit d'un point de vue de l'usage de l'infanterie, du combat de montagne, de la contre-guérilla, des tentatives de contre-insurrection, et justement dans cette période qui est propice à la redécouverte de la contre-guérilla, bien évidemment, le génie, lui aussi, n'est pas en reste, et va progressivement mettre en place un dispositif complet de lutte contre les engins explosifs improvisés. Donc ce dispositif-là va être mis en place, donc, dans le cadre de la Task Force Lafayette. Ah, je savais que j'allais être bon. Tant pis. Donc, en suivant, justement, trois principes. Les trois principes de lutte contre les engins explosifs improvisés, ça va être train the force, bon, c'est anglo-saxon, vous apprécierez mon accent. Donc, entraîner la force, la former, faire des actions de sensibilisation, et dans les mises en condition avant projection, qui vont passer à 6 mois en 2008, on intègre dans le cadre du travail interarmes, justement, cette dimension de lutte contre les engins explosifs improvisés. Attaque de network, attaquer les réseaux, donc attaquer les réseaux justement grâce aux capacités de fouilles opérationnelles spécialisées, grâce au travail des officiers spécialisés de l'armement et des laboratoires qui ont contribué. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est mis en place au niveau de l'école du génie. Et défi de device, attaquer l'engin, là nous sommes purement dans le travail de déminage et dans le travail justement des artificiers mineurs pour lutter justement contre les engins explosifs improvisés et surtout l'évolution des dispositifs. Parce que là, en Afghanistan, comme d'ailleurs dans tous les conflits où les démineurs ont dû faire face à des poseurs de bombes, on est véritablement sur un processus d'adaptation-réaction, et c'est celui qui va savoir s'adapter le plus rapidement et qui sera le plus malin qui va remporter justement la victoire. Donc en juillet 2010, l'école du génie crée un centre contribué pour enseigner l'ensemble de ces choses à l'école du génie, qui va être transformé en centre interarmé Munex un an plus tard. Donc pour lutter spécifiquement contre les engins explosifs improvisés, on va mettre en place ce qu'on appelle un diagramme de Pouliquin qui justement détaille la vie d'un engin explosif improvisé, de sa conception jusqu'à son explosion, et même après. Et tout l'objectif de la lutte contre les engins explosifs improvisés va être d'agir à chacune des étapes pour pouvoir soit éviter l'explosion, soit neutraliser l'engin et retirer du renseignement, ou soit, si l'explosion a lieu, en minimiser les effets. Donc voilà, comme je disais, tout ça passe par la préparation de la force, durant la mise en condition avant projection. Donc le travail interarmes est fondamental. Tout ça passe aussi par l'action d'attaque des réseaux, donc la fouille opérationnelle spécialisée, comme la fouille opérationnelle complémentaire qui est menée, qui est ce même type d'action qui est menée au niveau des compagnies du génie, est aussi extrêmement importante sur le terrain. On pouvait en parler du rôle de la FOC en 2011 au sein du Battle Group Richelieu, au sein du Battle Group 15-2. Il y aurait énormément de choses à dire tant qu'au travail qui a été réalisé par les sapeurs. Ensuite, il y a l'ouverture d'itinéraires quotidiens, que ce soit à pied ou avec des moyens mécanisés, comme le détachement d'ouverture d'itinéraires piégés. Donc tout cela, c'est faire échec aux engins explosifs qui sont posés. Donc là, on voit une ouverture d'axe en 2011 et la préparation d'une traction pour retirer un engin explosif improvisé du sol, voilà, ce qui permet de le retirer en toute sécurité et éviter qu'il ne soit piégé. La traction, ce n'est pas un geste nouveau, les sapeurs de la Seconde Guerre mondiale en pratiquaient régulièrement sur les mines anti-chars allemandes, par exemple, après le débarquement en Normandie, car elles étaient aussi souvent piégées. Et il y a bien évidemment le travail des artificiers, des mineurs, alors qui eux interviennent, on voit voilà, ce que peut être un engin explosif improvisé. Donc ces artificiers des mineurs français qui ont la particularité, eux, de chercher systématiquement ou le plus souvent possible à neutraliser les engins afin de pouvoir recueillir des renseignements, ce qui n'est pas par exemple du tout le mode de fonctionnement des démineurs américains qui eux vont d'abord, qui ont beaucoup plus déjà de moyens mécanisés et vont chercher plutôt à faire exploser rapidement l'engin pour libérer la voie. Deux écoles, deux approches différentes. Voilà. Donc là on voit le travail d'un officier 8 en Afghanistan et justement ce travail de prélèvement
qui va être ensuite envoyé au laboratoire, et tous ces éléments-là vont nourrir une chaîne du renseignement qui va permettre de remonter les filières, donc produire du nouveau renseignement, planifier de nouvelles opérations, conduire de nouvelles opérations, et produire des nouveaux renseignements pour progressivement, justement, remonter et neutraliser les filières. C'est une chaîne de lutte contre les engins explosifs improvisés. À la base, le renseignement de terrain pour produire du nouveau renseignement et agir sur le terrain. Voilà, bien évidemment, la protection de la force aussi est un élément extrêmement important en Afghanistan, donc avec une évolution aussi, une redécouverte de la fortification avec ses problématiques. D'ailleurs, avec aussi des questionnements, puisqu'en 2005 est créé le service d'infrastructure de la défense, on va créer une filière d'ingénieurs spécialistes des bâtiments, à côté d'une filière de sapeurs combat, et d'une certaine manière, une nouvelle fois dans l'histoire, on va séparer le savoir-faire bâtiment du savoir-faire tactique, du savoir-faire combat. Et ce qui, en Afghanistan, je ne rentrerai pas ici dans les détails, on n'aurait pas le temps, mais va poser pendant les opérations un certain nombre de problèmes, et continue d'ailleurs aussi à en poser encore actuellement au Mali. Les sapeurs vont bien évidemment aussi participer au combat et vont être des acteurs importants justement des différentes phases opérationnelles de la brigade Lafayette. Donc l'opération Synapse, l'opération Promising Star, donc dans les premiers temps de contre-insurrection populaire-centrée, qui va permettre à l'armée française de contrôler un plus vaste secteur en Kapisa et en Surobie. Dans un format d'opération plus offensive, donc Storm Lightning, du Battle Group Richelieu par exemple, qui va permettre par un système aussi de fouille systématique et par un système de nomadisation sur le terrain, de produire un petit peu une surprise stratégique chez les talibans et de faire sauter le verrou de Jangali. Bon, malheureusement, les Français n'ont pas pu aller au bout, mais on pourra y revenir par la suite. Et aussi le quatrième mandat, bien évidemment, qui est celui de la rupture politico-militaire, mais qui a été aussi précédé par de violents combats en zone verte, donc par l'armée française, pour conserver le terrain qui avait été acquis et ce qui avait été gagné sur le terrain pendant la campagne d'hiver, qui a causé la perte de, voilà, vous voyez les photos des sapeurs, mais aussi de nombreux soldats. Et les sapeurs, bien évidemment, ont été aussi des opérations de désengagement de l'armée française, un acteur très très important, avec l'ajout de sections de protection et de dépollution, donc au sein des détachements d'ouverture d'itinéraires piégés, qui leur ont permis progressivement de conduire de manière autonome leurs opérations d'ouverture d'itinéraires. Donc quelques réflexions. Donc si on examine rapidement l'ensemble des pertes qui ont été causées par les engins explosifs improvisés en Afghanistan sur les troupes occidentales, c'est à peu près 51% des pertes qui sont dues à ces engins. Donc l'armée française commence véritablement son processus d'adaptation à partir de 2003, et c'est 25 soldats français qui vont mourir suite à l'utilisation de ces engins explosifs improvisés sur 89 militaires, donc un pourcentage qui est aussi inférieur à celui qu'a pu connaître la coalition internationale. Donc on peut dire que d'une certaine manière, la mise en place de la chaîne de lutte et des moyens de lutte contre IED au sein de l'armée française a été, je dirais, relativement efficace. Donc c'est apporté au crédit de l'armée française en Afghanistan. Donc pour terminer, l'Afghanistan n'est pas une rupture dans l'histoire du génie. Le génie redécouvre des savoir-faire de contre-guérilla, simplement adaptés à une guérilla du XXIe siècle. Donc on n'est pas forcément, je dirais, dans quelque chose de nouveau, mais plutôt dans une redécouverte de savoir-faire cyclique. Donc l'adaptation du génie débute à partir de 2003, elle suit l'évolution de la menace. Plus les militaires français sont confrontés aux talibans dans le cadre de combats de haute intensité, plus cette adaptation va s'accélérer. Notre réflexion, les sapeurs qui sont intégrés comme cela à la manœuvre d'ensemble doivent savoir redevenir aussi un pion tactique supplémentaire à la fin de leur mission d'ouverture d'itinéraire spécifique. C'est-à-dire que face à des ennemis en contre-guérilla, des ennemis souples, manœuvriers, on peut s'interroger toujours sur la question de l'hyperspécialisation des personnels. Un socle commun de connaissances, que ce soit en combat débarqué, ou même aussi un partage de connaissances sur le déminage, comme ça pouvait être le cas avant, pourrait être aussi une base de réflexion extrêmement importante. Se pose aussi la question du format de la section génie,
puisqu'il y a un groupe d'appui en moins dans le cadre de ces sections, et alors que ces sections sont engagées au combat aux côtés de leurs camarades d'infanterie. Donc la conservation des savoir-faire, alors ce n'est pas apprendre en continu, ce n'est pas non plus tout conserver, mais savoir réapprendre rapidement en s'adaptant à la situation et en un minimum de temps. C'est aussi, je dirais, une des réflexions que l'on peut lancer par rapport à l'exemple de l'Afghanistan. Et puis enfin, voilà, la question de la division entre le savoir-faire tactique et la construction au sein du génie est aussi quelque chose d'extrêmement important qui convient de mettre en lumière. Enfin, je terminerai simplement en disant que le génie est fondamental en contre-guérilla, il permet la mobilité, mais durant tout l'engagement en Afghanistan, et c'est une constante en Indochine, en Algérie, les effectifs sont notoirement insuffisants. Il manquait régulièrement des groupes de sapeurs pour pouvoir appuyer de manière optimale tous les éléments de l'interarme qui étaient contraints de sortir sur le terrain. Et alors, à l'opposé de toutes les doctrines existantes, les groupes du génie étaient obligés de se scinder jusqu'au trinôme pour pouvoir remplir toutes les missions qui leur étaient attribuées. Donc, cette réflexion constante entre les missions à accomplir et le juste volume de sapeurs à déployer sur le terrain, je dirais, est une constante de l'histoire militaire française, et l'Afghanistan n'a pas dépareillé dans ce constat-là. Voilà. Je vous remercie de votre attention, c'était un peu plus long que prévu. Je l'avais voulu rapide, mais je serai à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci.